What time is it? Crunch time. Ouh. Épisode 5. Oh, Bonsoir, bonjour à toutes et tous. Bon après-midi. Ça dépend si vous regardez le stream ou la rediff sur Twitch et YouTube. Comment va ça notre vous. réseau national en ce jour de Ben ça, LDC? ben ça va, hein, jour de LDC et surtout jour de WNBA, Eh jour oui. de NFL aussi bientôt. Voilà, le pin qui va commencer. La WNBA, on est dans le gratin de l'année, donc franchement ça Match va se faire et 5, on se les régale amis, comme ce d'habitude. soir. Match 5, c'est vrai. Le meilleur du basket féminin, Game 5. Ce soir, on va en parler notamment. Il y a aussi l'arrivée du baseball ce soir avec deux matchs et pas n'importe lesquels. Ce sont deux classiques. Les Detroit Tigers at Cleveland Guardians et les Boston Red Sox at New York Yankees. Que du classique ce soir, on va en parler. Voilà, Ezu qui est là pour nous parler de WNBA, mais ça sera juste avant le premier point NFL, hein, vous le savez, chaque semaine, c'est le... Ah bah oui, j'ai oublié, je suis broke, j'ai pas d'argent pour un deuxième écran, mais c'est bon, normalement il est réapparu, l'électricité est revenue, tout va bien, Alhamdoulilah. voilà. On va commencer par... on va commencer par le match du jeudi, Seahawks Cardinals. D'ailleurs, une petite pensée à ce bon vieux Freeman qui a dû souffrir, littéralement jeudi soir. C'était très très compliqué, hein. Et pourtant, c'était un match serré dans ce Thursday Night Football entre les Seahawks et les Arizona Cardinals, qui ont malheureusement perdu face à Seattle 23-20. Alors, les faits du match, Sam Darnold qui mène un drive de 7 jeux sur 90 yards tard dans la première mi-temps, qui lance une belle passe en course de 32 yards pour Elijah Arroyo. Désolé, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'espagnol. Et puis, de toute façon, ma prof d'espagnol, je la détestais. Mais bref, passons. Euh, ensuite, ensuite, on a eu un scramble de 24 yards pour poser la première partie de l'avance. Et en fin de match, Darnold qui nous lâche une pépite, une connexion avec Jackson Smith pour positionner Seattle dans les conditions d'un field goal gagnant que va réussir Myers. Les Cardinals vont essayer de revenir. On va pas se le cacher. Kyler Murray qui lance 2 touchdowns dans les dernières minutes pour raviver l'espoir, mais ça ne suffit pas parce que un kick-off raté des Cardinals dans les dernières secondes viole les règles de dynamique kick-off, ce qui offre aux Seahawks une possession très favorable de 40 yards pour le drive final. Seattle a bien géré les moments critiques, on va pas se le cacher. Darnold qui monte du sang-froid, surtout dans les drives de moitié de première mi-temps et de fin de match. La défense de Seattle qui a exercé une pression constante, totalement dingue sur Murray, qui le force à prendre des décisions difficiles, et Arizona a manqué d'efficacité dans les moments capitaux, dans la red zone, la protection des retours de kick et ce kick-off mal géré qui coûte cher. Le roster des Seahawks mène sans certains joueurs aussi, hein, de Marcus Lawrence, dans les bons moments importants. Ensuite, on va revenir à cette nuit, le Monday Night Football, un des deux premiers matchs. Les Dolphins qui gagnent leur premier match face aux Jets 27-21. Avec toi, qui a lancé 2 touchdowns pour Walker. Steven Etchain qui contribue avec une course de 99 yards et un touchdown. Néanmoins, les Dolphins perdent Tyreek Hill. Spoiler, il est très heureux, vu qu'il va se barrer de Miami. Il va plus pouvoir jouer avec des merdes comme ça. Mais chut, c'est entre nous, c'est notre petit secret. Voilà. Personne a rien dit, a rien entendu. Mais non, restons positifs et objectifs. La défense de Miami qui récupère 3 fumbles des Jets, capitalisant sur des erreurs adverses. Pour New York, Justin Fields qui lance un touchdown et court pour un autre, mais les turnovers coûtent cher. Et oui. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir de ce Jets?
Dolphins. Miami qui gagne malgré une blessure majeure, ça montre comme la profondeur et la résilience de l'équipe malgré un bilan catastrophique par rapport à mes Patriots qui sont en 2-2. On parlera pas de l'écrasante victoire, mais on vous parlera la semaine prochaine du Sunday Night Football. Vous inquiétez pas. La performance de Walter est notable, montrant qu'il a encore du carburant après son retour. La conversion des turnovers en points en fait la différence. Les Dolphins transforment les erreurs des Jets en opportunité. Et du coup, pour les Jets, encore une fois, le manque de discipline dans la gestion du ballon. Les fumbles sont des fléaux. Mais quand le QB et le jeu au sol fonctionnent, ces erreurs annihilent les efforts. Maintenant, on va parler du America Games of the Week. Ravens at Chiefs. Les Chiefs qui se sont réveillés et qui ont dominé 37-20 les Baltimore Ravens à Arrowhead. Patrick Mahomes qui lance 2 touchdowns, qui termine à 25 sur 35 pour environ 270 yards sans perte de balle. Xavier Worthy revient de blessure et se distingue avec 85 120 yards sur cette réception. Chose rare aussi, les Chiefs qui ont converti 4 downs montrent une efficacité dans la red zone ultra forte. Les Ravens perdent Lamar Jackson quand même au 3e quart pour une blessure à la cuisse. Moi, ça me fait mal au cœur, je vais parler. Mais les Ravens qui sont en train de gâcher un des plus gros talents de la NFL, Lamar Jackson, franchement, ça me révolte. Je suis abattu. Mais oui, mais du coup, pour ceux qui demandent, après ce petit hors-sujet, c'est Cooper Rush, son QB remplaçant. Baltimore génère des big plays, hein, comme un touchdown de 71 yards sur Justin Hill, mais souffre des turnovers de l'absence de Jackson. Voilà, donc Kansas City qui retrouve sa palette offensive, leur agressivité sur les 4e downs montre une équipe de confiance qui n'hésite plus à prendre des risques mesurés. L'absence de Jackson qui change beaucoup, Baltimore perd son arme explosive, sa capacité à improviser. La défense des Chiefs a fait le travail forçant turnover, limitant l'alignement créatif des Ravens. Pour Baltimore, les blessures s'accumulent. La dépendance à Jackson est manifeste et sans lui, l'attaque peine à tourner. Et c'est comme un poids, simplement. Maintenant, pour ceux qui n'étaient pas au courant, il y a un match en Europe. On est en fin septembre, c'est-à-dire jusqu'en fin novembre, on aura la tournée traditionnelle de la NFL en Europe. Et ça a commencé à Dublin. Les Pittsburgh Steelers qui ont battu les Vikings 24-21 dans le cadre des NFL International Series à Dublin. Aaron Rodgers est très efficace, comme sur Madden. 18 sur 22 pour 200 yards et un touchdown. Kenneth Gainwell au sol qui fait 2 touchdowns, un au premier quart, un au 3e quart et 99 yards de course. Dickie Metcalf qui attrape une passe explosive de 80 yards de Rodgers pour un touchdown. La défense des Steelers fait vivre un cauchemar en Vikings. 6 sacs, interception, pression constante. Carson Wentz qui devait suppléer à Mark Carty lance 350 yards de touchdown et 2 interceptions. Le match s'est serré jusqu'au bout. Les Vikings remontent avec 2 touchdowns au 4e quart, mais le 4e down de Wentz est stoppé dans la dernière seconde. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match, Jamy? Eh ben, je vous dirais que les Steelers montrent que Rodgers peut encore mener une attaque de façon efficace, même dans des conditions internationales non familiales avec précision et calme sous pression. Ce qui est important, on doit s'adapter dans l'endroit où on joue n'importe lequel, même dans un terrain de guerre, ça joue. On va pas se le cacher. Kenneth Gainwell qui confirme qu'il est une arme importante au sol. Les Steelers combinent bien la passe et les courses, ce qui rend leur attaque plus équilibrée et difficile à défendre. Dickie Metcalf donc reste une menace deep. Une connexion explosive qu'il faut surveiller constamment. Défensivement, les Steelers ont dominé le trench, créé de la pression sur forcer des erreurs dans les éléments clés. Pardon, c'est souvent ce qui sépare les équipes dans les matchs serrés. Pour les Vikings, même si Wentz génère du volume de jeu, les turnovers, les sacs et les pertes de terrain les ont pénalisés. C'est pas pro. Leur ligne offensive souffre, simplement avec beaucoup de blessures et je pense que si on pouvait résumer le match à une seule action, on pourrait parler du 4e down stoppé. Il nous reste 5 matchs à voir.
Je vous ai sélectionné le Washington Commanders Falcons. Les Falcons d'Atlanta qui l'emportent 34-27 face aux Washington Commanders. Michael Penix Jr. lance pour 313 yards avec 2 touchdowns. Le receveur Biran Robinson à la réception et Drake London, Kyle Pitts. Pardon, je parle trop. Joue un rôle significatif dans l'attaque aérienne des Falcons. Washington encaisse beaucoup dans sa défense. 313 yards passés. 2 touchdowns à Phoenix. 128 yards au sol pour Atlanta, dont 75 pour Robinson. Le kicker Matt Gay est parfait, convertissant notamment un field goal de 52 yards. Les Commanders commettent des erreurs de couverture, des mauvais ajustements et souffrant dans l'exécution défensive, les missed tackles, les mauvaises positions. Washington semble continuer ce problème. Leur défense struggles, surtout face aux motions, aux offensives pré-snap, pré-agressives et aux ajustements. Atalanta montre une offensive en sein libéré. Phoenix est cible, le jeu de course. L'équipe rend l'attaque plus difficile à anticiper. Washington fait cher ses faiblesses défensives structurelles, couverture, discipline, réaction aux motions des failles exploitées. Le match-up montre aussi la fragilité de la construction défensive des Commanders, même avec des joueurs talentueux. L'exécution, la cohésion, la constance sont encore insuffisantes. Pour les Falcons, c'est un match de confiance pour une équipe qui vise les playoffs. Chargers Giants. Les Giants qui surprennent les Chargers 21-18, c'est quand même une belle victoire. Les Chargers ont tenté une remontée dans le 4e quart, mais échouent à compléter le rallye, ce qui coûte la défaite. La défense des Giants fait de bons coups. Interception, pression sur Herbert, il profite des erreurs adverses. Le rookie Jackson Dart remporte son premier match en tant que QB partant. Il lance un touchdown et marque aussi un touchdown au sol. Cependant, le match a un coup. Le receveur clé des Giants, Malik Neighbor, se blesse au genou. Blessure grave, torn ACL qui met potentiellement fin à la saison. Malheureusement. Quant aux Chargers, ils parient leurs erreurs. Interception, mais d'efficacité dans les moments de pression issus de protection, des problèmes plutôt de protection sur Herbert. Ça reste, ce match est quand même si il est anecdotique, ça reste un tournant. Inséré Dart semble porter ses fruits, même dans un contexte difficile. Dans son froid, sa mobilité, sa gestion des matchs sont de bon augure. Défensivement, les Giants montrent qu'ils peuvent jouer le big game, forcer des erreurs, stopper les drives adverses. C'est souvent ce qu'il faut pour des équipes mieux préparées sur le papier. Pour les Chargers, c'est une alerte. Ils ne peuvent pas se permettre d'être vulnérables dans des moments critiques, surtout avec un QB comme Herbert. Les pertes de balles coûtent cher. Et la blessure de Nabers est un gros coup dur pour les New York, bien évidemment. Il nous reste 3 matchs. Les Jacksonville Jaguars qui s'imposent 26-21 face aux 49ers au Levi's Stadium. L'un des moments clés, c'est Parker Washington qui retourne un punt de 87 yards pour un touchdown, ce qui donne de l'élan à Jacksonville. Jacksonville qui crée 4 turnovers takeaways qui pèsent lourd dans les résultats. La ligne offensive des Jaguars brille. Ils permettent 0 sac dans ce match, ce qui aide énormément à la stabilité de l'attaque. Travis Etienne qui fait une belle performance au sol, 124 yards de course plus un touchdown. Sur le plan défensif, Devin Yard se distingue avec 2 interceptions importantes. La victoire est acquise malgré que 12 pénalités pour 90 yards infligées aux Jaguars, ce qui montre que malgré des erreurs disciplinaires, ils ont tenu le match. Après les matchs, il y a eu des tensions. Le coach des Jaguars, Liam Cohen, et le coordinateur défensif des 49ers, Robert Saleh, ont dû être séparés à cause d'une altercation verbale à cause de l'accusation de vol de signaux faite par Saleh. Ça peut arriver. L'avant-dernier match, Colts-Rams. Les Rams ont remporté 27-20 ce match face aux Indianapolis Colts.
Ce match est marqué par un touchdown de 90 yards de Matthew Stafford à Tutu Atwell. D'ailleurs, je vais vérifier quelque chose. 2 secondes. Page de publicité. Page de Stay pub. tuned on ESPN. Prendre la page de publicité. Non, c'est La parfait. page. Petite vérification technique là, avec la connexion derrière. Voilà, on vous montre les coulisses de chez moi. Avant le fameux studio. Mais du coup, avant cela, ce match a été très disputé. Les Colts prennent l'avantage par moment. Mais le Rams se rallie finalement, renverse la tendance. Puka Nacua est l'une des stars du match, on va pas se le cacher. 13 réceptions pour 170 yards, un carrière high et un touchdown. La défense des Rams joue bien, forçant des punts dans les derniers instants, limitant les gains explosifs des Colts et trouvant le stop défensif dans les moments finaux. Les Colts ont commis des erreurs coûteuses, notamment un fumble dans la red zone qui aurait pu leur donner une avance plus confortable. Et le match est à l'occasion aussi d'un geste des héros défensifs. L'interception de Cameron Curl qui aide à préserver la victoire. Le dernier match, c'était le dernier match du Red Zone. Enfin, l'avant-dernier parce que avec le blow-off, les KC et Ravens s'est terminé plus tôt que prévu. Les Chicago Bears se sont imposés sur le fil 25-24 face aux Las Vegas Raiders, toujours dans la folie de la semaine dernière. On va pas se le cacher. On va directement aller sur la fin de match. Les Bears réussirent à bloquer un field goal des Raiders, ce qui l'empêche de prendre des avantages dans les derniers instants. Hashtag clutch. Les Raiders produisent une attaque terrestre puissante, quand même 240 yards de course au total. Mais les Raiders commettent des turnovers. On parle beaucoup de perte de balles. Et vous pas fini d'en entendre parler parce que on va en parler. On en reparlera peut-être dans un crunch time supplémentaire des Media Day des équipes NBA qui a eu lieu. Hein. Je C'était sais fou, vraiment. je sais qu'Ezou, tu es vraiment hype par ce que tu as entendu de la part des Cavaliers. On va en parler. On en parlera en fin de stream après la WNBA. On fera un petit point Possiblement. là-dessus. Ouais. Tu me diras ce que tu as ressenti. Mais pour Ouais, revenir au football américain, les Raiders produisent une attaque terrestre. Mais les Raiders commettent des turnovers. L'un de leurs drives est intercepté par Kevin Byard. Puis Max Crosby se montre très actif en défense, pression, plaquage, interception. L'attaque des Bears, malgré des difficultés, obtient ces moments des field goals multiples, des drives défensifs et la défense des special teams qui créent des occasions. Maintenant, il est temps de vous donner mes tops et mes flops. Mon MVP offensif, c'est Puka Nacua des Rams. 13 réceptions, 170 yards, un touchdown, dont plusieurs catchs décisifs dans le comeback face aux Colts. Mon MVP défensif est Devin Leald des Jaguars. 2 interceptions face aux 49ers, leader de la défense dans un match signature. Mon rookie de la semaine, ça sera Parker Washington des Jaguars aussi, qui a fait un retour de punt à 87 yards pour un touchdown et qui change complètement l'élan du match. Le clutch player, c'est Matthew Stafford avec une bombe de 90 yards à Atwell à 1 minute 33 de la fin, ce qui tue les Colts. Le play of the week pour moi, c'est bien évidemment le field goal bloqué des Bears pour sceller une victoire 25-24 à Las Vegas. Maintenant, on va parler de ce qui va se passer dans une demi-heure. D'ailleurs, le premier match donc en baseball entre les Tigers et entre Cleveland et Détroit sera diffusé en français sur Beansport 1. Voilà. Donc c'est rare du baseball en français. N'hésitez pas à faire un petit tour, surtout que les playoffs en baseball sont beaucoup plus intéressantes que la saison régulière. On fera des points avec Timo. Mais du coup, il m'a laissé quelques notes sur cette dernière semaine. Les Tigers, attention, les Tigers, pour moi, ne sont pas favoris sur ce match face aux Cleveland Guardians. Pourquoi? Detroit, qui détenait une confortable avance dans la division
American League Central affaibli en fin de saison. Enchaînant une mauvaise série, ils ont perdu la course pour le titre de division au profit de Cleveland. Le walk-off dramatique des Red Sox. Boston a assuré sa place en post-season dans un scénario incroyable. Un triplé en fin de match de Ceddanne Rafaela a permis aux Red Sox de l'emporter 4-3 aux Tigers, ce qui leur a donné le 5e spot en American League. L'accès en wildcard pour les Reds. Cincinnati en National League a validé son billet pour les playoffs malgré une défaite face aux Milwaukee Brewers grâce à l'échec des Mets lors de la dernière journée. On va faire un petit point sur le classement. Qui sont les champions de division? Les Blue Jays qui nous ont lâché, les Toronto Blue Jays en American de l'Est nous ont lâché une saison légendaire. Les Mariners qui ont lâché une bonne saison à l'Ouest, qui ont reporté leur division. Et c'est la même conséquence qu'en NFL, c'est-à-dire ils sont en bye week pour la wild card. En Neal League, les Brewers et les Phillies ont reporté leur division, qui obtiennent aussi un bye. Et bah du coup le tirage, et bah oui ça se fait par tirage, et vous avez les matchs, je vais vous donner les 4 matchs. Guardians versus Tigers, Yankees Red Sox en American, et en National c'est Dodgers Reds, Cubs Padres. Maintenant je vais vous donner le petit point. Voilà, je vais vous donner le match en premier. Le premier match, les Tigers Guardians. Quel sera le match-up principal dans ce match? Le Tarik Skubal du côté de Détroit versus Gavin Williams du côté de Cleveland. Ça va être très très intéressant à suivre. D'ailleurs, Cleveland a remporté 8 des 13 confrontations cette année face à Détroit. Donc, c'est bon signe. Mais attention à Détroit et à Kerry Carpenter, qui est un cogneur utile face aux droitiers. Il y en a beaucoup dans l'équipe des Guardians. Et le match que je regarderai en même temps que la WNBA. 1h du matin, Beansport Max 4, Boston Red Sox against New York Yankees. Qui ira affronter les Toronto Blue Jays dans ce classique du baseball? Les Red Sox semblent avoir l'avantage dans les affrontements directs. Boston a gagné match 9 des 13 matchs cette saison contre New York, mais on l'a vu en NBA, ça veut rien dire. Garrett Crochet sera le partant du match 1. Il a très bien performé face aux Yankees. C'est pas une très bonne nouvelle pour eux. Lucas Giotto a été écarté du roster en raison d'associés au coude. Et du côté de la National League, nous avons donc les Reds, les Dodgers après une saison compliquée avec les blessures. Ils vont affronter les Cincinnati Reds. Bon, on va pas se le cacher, Los Angeles est favori. Le lanceur Blake Snell pourrait être un atout des Dodgers. Et certains experts prédisent un sweep. Oui, parce que ça se joue en 3 matchs. 2 matchs minimum. Vu que c'est en clair. En gros, wildcard 2 matchs. Premier tour 5 matchs. Premier et deuxième tour, il me semble, 5 matchs. Et après, finale de conf, tête de demi-finale de conf, c'est en 7 matchs. Voilà. C'est comme le play-in en fait. C'est comme s'il y avait le play-in et il y avait l'ancien format des playoffs NBA qui se terminait en 5 lors du premier tour. Souvenez-vous. Et pour terminer, le Cubs Padres, les deux équipes se sont rencontrées 6 fois, 3 victoires, 3 victoires pour chacune. San Diego semble avoir un léger avantage quand même sur le plan pitching selon les analystes. Voilà. On va finir ce stream par le basketball. Et on va commencer par la WNBA. Je te laisse commencer, frère Ezou. J'arrive tout de suite. C'est à mon tour. Alors, pour le programme de la WNBA aujourd'hui, je veux me focaliser sur 3 voire 4 points avec vous. Déjà, le premier, on va continuer la liste de Didier Deschamps sur les joueuses qui vont arriver en Urvivold. Petit rappel, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'Urvivold. C'est la ligue créée par Brianna Stewart et Nafsa Collier
pour se rester en forme en vue de la saison WNBA qui arrive. Du coup, là, je vais vous faire la liste. Ensuite, il y a eu de l'actu, du coup, il y a eu les All Rookie Team qui ont été dévoilés. Je vais vous les dévoiler. Et il y a des petites discussions dont j'aimerais parler avec vous, et peut-être Mercury Chrome va donner son avis. Troisième et quatrième point, mais en vrai, c'est quatrième point, c'est le débrief des demi-finales WNBA, dont une en cours encore. Voilà, on va parler de la série entre le Phoenix Mercury et le Minnesota Lynx. Puis on va finir sur le fatidique Game 5. Si vous m'écoutez et que ce n'est pas le lendemain, posez-vous à 3 heures. Je sais que c'est chiant, je sais que voilà, les cours, même moi, tout ça. Mais il faut se poser parce qu'un Game 5 avec un ticket pour aller en WNBA Finals, je rappelle, les Indiana Fever avec leur star Caitlin Clark qui n'est pas là, qui est out pour la saison, peut décrocher une place sans elle, sachant qu'il y a 5 joueuses de la rotation qui est absente. Et de l'autre côté, tu as les Las Vegas Aces qui vont essayer de pérenniser leur dynastie avec une 4e finale dans la décennie. C'est absolument fou. Elles ont gagné 2 titres, du coup, dans un back-to-back. On va commencer tout de suite avec les joueuses qui vont participer à l'Urvival, du coup la ligue créée par les joueuses. On a une breaking news il y a 20 minutes. Cameron Brink est une Urvival. Je rappelle, Cameron Brink est jugée comme la meilleure prospect défensive que la galaxie n'ait connue. Elle fait 1m90, elle a des longs bras et elle a eu une blessure au ligament croisé dans sa première année en WNBA. Elle a été draftée en 2 par les Los Angeles Sparks et malheureusement, elle a été blessée. Cette année, elle a fait son retour, mais malheureusement, elle a été très mal utilisée, notamment par Ian Robert. Donc Cameron est une revival, vous allez la revoir et franchement, on va avoir une prémisse d'une saison de fou là, parce que sa 3e année, une année complète, j'ai très hâte. Pareil. Ensuite, pareil, franchement, Cameron, hâte. Ensuite, on a Rachel Banham, 40 ans, qui est toujours dans la ligue, voilà, shooteuse du Chicago Sky. Voilà, on sait toujours pas pourquoi elle a autant de minutes. On a Izzy McGregor des Seattle Storm, où on sait pas où elle va aller, parce que ce projet de Seattle, vu que Noel Quinn a été viré, on sait pas ce qui va se passer, mais elle va participer à la ligue. On a du coup Alia Boston, dont on va parler un peu plus tard, qui fait une saison monumentale, qui va participer à leur Revival. Elle sera bien là. On a ensuite Reno Ward, élire d'Atlanta Dream, All-Star, candidate All-WNBA qui va y participer. On a Brittney Griner, voilà sa compatriote des Atlanta Dream aussi qui va participer. Voilà, une légende des Phoenix Mercury qui a gagné plusieurs titres et trophées individuels. On a Skylar Jiggins, meneur des Chicago Sky, 37 ans je crois, qui a fait une superbe série face aux Las Vegas Aces. On a aussi Junacha Hidman, voilà, candidate 6e femme de l'année avec les Minnesota Lynx qui va participer. Donc joueuse bien frisson. Ensuite, on a Sus Litton, meneuse des Washington Mystics, voilà, vétérane. Courtney Williams, meneuse des Minnesota Lynx, énorme scoreuse, joueuse à frisson elle aussi. Shakira Austin, pivot ailier fort des Washington Mystics, voilà, qui a un très bon potentiel offensif. Alicia Gray, la franchise player, est top 5 et All WNBA First Team qui a participé à leur Revival. Voilà, c'est une shooteuse, une superstar, une shooteuse qui sait très bien jouer au ball. On a Kalia Cooper, véritable légende et multiple finaliste WNBA, qui a ramené le premier titre de l'histoire des Chicago Sky, dont elle a été élue MVP des finales. On a Nazilmon, natif de Cleveland, qui va participer. Et je crois que c'était tout, parce qu'on s'est quitté sur Kelsey Mitchell, une nouvelle native de Cleveland qui nous fait une saison magnifique avec l'Indiana Fever. Elle est là depuis 2018 si je m'abuse, et elle peut qualifier pour la première fois de son histoire à elle, peut être en finale WNBA. Et tu as Brittney Sykes aussi, voilà, arrière des Seattle Storm, qui a été trade à la mi-saison à Washington. Chelsea Gray aussi, on en parlait, vétérane des Las Vegas Aces, MVP des finales. Rhea Burrell aussi, joueuse des Los Angeles Sparks, très bonne défenseuse et qui est capable de mettre des 3. Voilà. Los Angeles Sparks, s'il y a bien une personne à ne pas reprocher, elle fait partie de cette catégorie. Et on va finir sur
Nafessa Collier, voilà, pour moi, qui est la meilleure joueuse Trop du monde forte. depuis 2 ans, qui va participer dans sa propre ligue, voilà, si je ne m'abuse. Voilà, c'était le point pour leur vote, voilà la fameuse liste. Et maintenant, on va passer, si je ne m'abuse, voilà, à la All Rookie Team dont je me fais sous les yeux. Voilà, la All Rookie Team, pour les gens qui ne savent pas, c'est le 5 majeur de l'année avec les meilleures joueuses rookie tout simplement, les meilleures joueuses de première année. En poste de meneur, on va pas trop parler. Paige Buckers, qui était logiquement rookie de l'année, saison historique avec Dallas, et dans la All Rookie Team. On a Sonia Citron, voilà, qui était deuxième podium avec elle, suivi de Kiki Rafienne. Voilà, c'est historique que les trois soient All-Star alors qu'elles sont rookies. On a Janelle Salin, Cocorico, qui est apparu dès la deuxième semaine de WNBA, qui nous fait une saison magnifique avec les Valkyries. Elle, je crois qu'elle tourne en 13 points de moyenne et 7 rebonds sur les playoffs. Et là où je voulais amener un débat, parce que je ne mens pas que pour moi, les quatre que je viens de citer, voilà, on va pas trop parler, mais c'est la sélection de Dominique Malonga. En fait, pour être clair, Alors Dominique que Malonga, Malonga, hein, malheureusement, elle a très peu joué cette saison. ouais, ben c'est ça. C'est en fait, Dom, c'est très prometteur. Pour moi, je pense qu'elle a fait une bonne saison parce que c'est prometteur. Mais quand tu es une deuxième pick de draft, c'est pas ouf. Après, on sait que Noël Queen l'a pas très bien utilisé. Mais moi, j'ai trois candidates. Pour moi, je vais te lister trois candidates qui peuvent potentiellement remplacer. Tu me dis pour toi qui mérite le plus. Ok. Donc, on a Mouni enfin, on va commencer du coup par tes deux joueuses, voilà, vu qu'il est fan de Connecticut. On va commencer par Anesha Moreau, voilà, ailière, poste 4, très fort défensivement, surtout en deuxième partie de saison. Elle a mis le carburant, et ce n'est pas pour rien que Connecticut a proposé du jeu à partir de la deuxième partie de saison. Donc on a elle en première candidate. Comme c'est On bizarre. a, c'est bizarre, on a Sanya Rivers aussi, guard défensive, tout aussi époustouflant. Et en plus, elle a mis pas mal de buckets. Donc, Ouais, Sanya franchement. Rivers, Anessa Moro. Mais pour moi, après tu vas me dire, pour moi, elle qui devrait avoir cette place, c'est Monique Makani qui n'est toujours pas éliminée de la WNBA et on sera en octobre. Elle a, pour vous dire, après on va parler plus de son équipe. Moi, je Monique prends le troisième Makani, choix personnellement. Tu vois, on est d'accord. parce que la saison qu'il est en train de je veux dire, ouais, j'ai rien contre mes chouchoutes du Connecticut. Mais il y a une des trois qui est encore en playoff et qui performe en Ouais. playoff, tu vois. Et qu'elle est titulaire en plus. Ouais. Ouais, elle est titulaire et elle vient de, voilà, c'est que Monique Makani, elle arrive en France à 9 ans, franco-camerounaise. C'est la première année en WNBA pour elle. Elle s'adapte très bien au jeu de son coach. Elle fait des Mm. écrans alors que c'est une meneuse. Elle défend le plan. Et en plus, elle met des shoots à 3 points et elle est très bon au cul basket. Donc pour moi, c'est elle qui devait être All WNBA Rookie Team. Mais bon, en vrai, on va pas s'en plaindre. Moi, personnellement, bon, ça va pas m'empêcher de dormir, mais en tout cas, Makani mérité. Et bon, j'espère qu'elle sera récompensée aussi plus tard avec un plus gros titre. En tout cas, bon, félicitations de Mick Malonga, mais personnellement, et comme toi, Isaac, moi, j'aurais mis Makani, perso. Voilà. On est d'accord. On est d'accord. Et ensuite, je vais te proposer de parler de la série, puis on va parler du coup du futur finaliste car on tient le finaliste. Mais du coup, on a une série du coup de playoff Phoenix Mercury Minnesota Lynx. Le Phoenix Mercury, oui, c'est le Phoenix Mercury qui a gagné la série sur un score de 3-1 étonnamment. L'upset Que, de baiser. On va pas se que le cacher. penses-tu de cette série à froid, franchement? À froid, renversant. Mm. En un seul mot, c'est renversant. Franchement, Je m'y attendais pas du tout. Minnesota qui même moi, je remporte vais. le premier match. Gifle. Match 2. Phoenix qui revient pour égaliser. Remontée importante. Match 3. Phoenix qui gagne 84-76. Satou Sabali Mago. 23 points, dont Ça 15 au tout notre quatrième go. quart. Et au match 4, Phoenix qui fait encore une fois une remontada. Déficit de 13 points au quatrième quart pour gagner 86-81. Et Et, franchement, et pour ouais, moi, pour moi, c'est la raison de pourquoi Phoenix a su renverser la vapeur. On va pas se le cacher. évidemment. Évidemment, mais même au premier match de playoff,
tout le monde la tape dessus parce qu'elle prend trop de pull-up, tu comprends pas en fait. Et dès le match 2 face à New York, elle a enchaîné des prestations à 20 points, des 45% à 3 points, des shoots de loin. Voilà, en plus, quand elle va en ce moment pas, quand elle pénètre dans la raquette, il n'y a personne qui peut l'arrêter parce qu'en plus, elle a le gabarit d'une licorne et en plus, elle shoot. Et tu rajoutes au fait qu'elle est à droite au tir et qu'elle prend de bonnes séquences, vu que tu as du Whitcomb qui peut punir, tu as du Cooper qui peut punir, tu as du Westpelt qui peut punir, tu as Alyssa Thomas qui est vraiment la centralisation des défenses. Et donc elle a juste à jouer son jeu et se régaler, être un second couteau. Donc Oui. ouais, ça tout c'est fou, hein. Mais il y a eu plusieurs événements. Moi du coup, moi je suis très déçu par le Stallings parce que C'est vrai. en créant du coup, voilà, du coup je fais la petite promo. Venez me suivre sur TikTok, venez Tac. nous suivre sur TikTok. Game Time France, on parle de WNBA dessus. Que ce soit le compte Mais réseau ou le perso aussi qui est très marrant. oui, bah, il faut bien animer. Ah, il Mais faut bien du divertir. franchement, quand j'ai créé le compte là en avril avec Mathias et tout, où on avait le projet, j'ai toujours dit que la meilleure équipe de basket, c'était le Minnesota Lynx. Elles ont fait une saison incroyable. Elles ont eu des distinctions personnelles. Et là, c'est un fiasco. Déjà, on peut parler du match 3 et 4. C'est que les Minnesota Lynx, à un moment, ils sont à plus 10, ils sont à plus 14 au match 4. Et tu te fais renverser. Encore au match 4, du coup, on n'en a pas parlé. Nafessa Collier, du coup, sur le match 3, il y avait 80-76, si je dis pas de bêtises. T'as Nafessa Collier qui fait une espèce de main à main en remise en jeu avec Nat Childman. Nafessa Collier essaye de pénétrer à 0 degré dans la raquette pour ensuite, du coup, couvrir à 45. Mais tu as eu le robot qui était dans ton chemin, en fait, comme un accident de voiture. Alyssa Thomas, comme je l'ai dit dans le débrief, il y a Shai de Switch qui a dit il y a trois choses vitales dans la vie. Il y a la mort, les impôts et la polyvalence d'Alyssa Thomas. C'est fou. Parce que C'est en fou. fait, C'est vrai que c'est c'est dingue. c'est une dinguerie. Parce qu'en fait, Nafsa Collier, là aussi, j'aimerais ton avis, c'est que Nafsa Collier, quand elle va couper vers le panier à 0 degré, t'as Alyssa Thomas qui fait l'interception, mais la jambe du coup de Nafsa Collier, elle s'interpose avec Oui. le genou ou la jambe aussi de Mais Alyssa Thomas, c'est et tellement bam, impressionnant. Waouh. Waouh. c'est fou. Alyssa Thomas, c'est vraiment un robot. Et Alyssa, elle finit dans le panier. Entre-temps, ce n'est pas fini parce que t'as Cheryl Reeve qui pète les plombs. Et moi, je suis d'accord parce que c'est quand même sa joueuse, même si on peut dire ce qu'on veut, tout ça, mais ça, je vais te demander après. Mais Ouais. Cheryl Reeve qui pète les plans, elle se fait exclure, l'arbitrage l'exclut, elle commence à lancer des fuck you aux supporters. Bon, ça, j'ai pas compris honnêtement. Mais Cheryl Reeve, moi, Un côté personnellement, moi, désherbi, tu vois ce que je veux dire. voilà, côté désert, Elle franchement, était côté bouillante, désherbi. voilà, ça arrive pour moi, je lui en tiens pas rigueur, ça arrive d'être bouillante. T'es en playoff, t'as envie de voir tes joueuses réussir. Mm. Et ouais, surtout quand tu vois ta joueuse qui est le visage de sa franchise au sol, en train de se tenir, en train de se tenir la jambe, en train de se tenir la cheville, tu t'es hors de toi parce que c'est un match de playoff. Moi j'aurais Même moi. réagi de la même manière, même si c'est un match de playoff, tu vois, pour montrer que je suis là avec mes joueurs, avec mes joueuses, Mm, mm. j'aurais réagi de la même manière, même si ça fait partie du jeu, tu vois. C'est ça. Mais du coup, est-ce que pour toi, Alyssa Thomas est en fautif ou non? Moi, personnellement, non, parce que pour moi, Pour moi, ça non. va, le basket, ça va très vite. Ouais, Pour moi, c'est un affrontement, tu vois. C'est comme au foot quand on ouais. siffle, comme le Arsenal Newcastle, le penalty il a été sifflé, tu vois. Mm, Tu vois, mm, c'est mm. du jambe contre jambe, tu vois. On part au combat. C'est ça. C'est comme les blessures de Tatum, tu vois, dans les séries en conférence C'est pareil, S. ça m'a fait penser la même chose. C'est quasiment la même chose. Les mecs partent au combat. Je veux dire, Tatum, il s'est fait les croisés, il était parti au combat, il était en train de faire un match de malade mental. C'est triste, ça arrive, Mm. c'est le jeu. On peut rien faire contre ça. Ouais, c'est ça, surtout qu'en plus ça va très vite, t'as même pas le temps de calculer, c'est même pas un geste anti-sportif. Alissa a joué l'interception en défense. Oui. Et elle avait pas l'intention de faire ça. Et ça veut aussi dire, je pense, hein, parce que si ça aurait été, je sais pas moi, ça aurait été une Kelsey Plum ou une ou Kelsey Mitchell qui aurait fait la même action, je pense pas que Nafsa Collier elle ressort avec les mêmes séquences qu'elle a eu après. Parce qu'Alissa Thomas, c'est un bestiau. C'est un bestiau. Et quand tu t'interposes avec sa jambe,
forcément, tu vas avoir des conséquences. Mais pour autant, ce n'est pas à cause d'elle que Nafsa Kouli s'est blessé. Ça arrive, tu Ah, vois, ça c'est arrive. des blessures. Mais non, non, pour moi, c'est bien joué d'Alissa. Bon, malheureusement, ça va tourner la saison et le cauchemar des Mr. Lynx en trombe. Parce que après ce Game 3, du coup, il y a 2-1 pour le Phoenix Mercury. Minesta est dans un must-win. Et là, on nous annonce que Nafsa Kouli se fait une fracture. Donc, je pense même pas, même si le Lynx aurait joué un match 5, je pense même pas que Fi serait de retour. Parce que tu la vois, même en faisant les rituels d'avant-match, ouais, Gilos Lynx et tout, elle est en trottinette. On les appelait le FC Trottinette avec Carrington sur le banc. Et c'était tous les deux en trottinette. Donc honnêtement, tu prends pas le risque et même tu vas pas mettre en cause la santé de filles pour de simples matchs de playoff. Il y a encore la saison prochaine. Ouais, totalement. C'est ça. Et il y a Mais même du la ouais, saison prochaine aussi pour les Jeux européennes. Faut pas ouais, l'oublier. clairement, clairement. Il y aura beaucoup d'enjeux. Donc voilà, ça arrive et ils avaient l'équipe pour et fuck off, ils peuvent revenir. Mais du coup, le Phoenix Mercury mène 2-1. T'as le Minnesota Lynx là du coup qui est en must-win sans leur meilleure joueuse fictif et sans l'une de leurs meilleures défenseuses. Le Minnesota Lynx il commence super bien le match. Ils sont à 14 points d'écart. Kayla McBride elle est en mission Kayla McBride. Kayla McBride, il y a personne qui va la toucher parce qu'elle est en mission et en plus elle a fait un très bon match. Elle a pris ses responsabilités, que ce soit au rebond, que ce soit au niveau de l'interception, que ce soit au niveau du jeu, parce que en plus, même dans l'intelligence des placements, dans l'intelligence des systèmes, dans l'intelligence du off-ball, elle a été là. Elle a quand même été là toute la saison, on connaît son jeu, mais là, on sentait qu'elle pouvait pas faire, pas faire grand-chose. Elle a fini à 6 sur 11, elle a enchaîné l'N1, c'était fou, tu vois. Hmm. Mais il y a le Phoenix Mercury qui va se réveiller, notamment avec une Alyssa Thomas, voilà, défense elle est là, rebond elle est là, playmaking elle est là, elle sait tout faire en fait, c'est la meneuse, la pivot de l'équipe et c'est aussi la coach adjoint. Et ensuite, du coup, tu as Makani et Whitcomb qui shootent, voilà, ça shoot trop bien à 3 points. Et au quatrième carton, il y a une joueuse qui va se révéler, dont moi je disais que c'était le glow down de l'équipe Phoenix Ah, Mercury, ah c'est oui, Dewana Bonner. attendez. Attends, on voit plus ta cam J'ai une là. stat, Hop là, j'ai une c'est stat, bon. j'ai deux stats effrayantes pour vous. Allez, Satou dis-nous Sabali tout. Satou Sabali au match 3, elle met 15 points. 15 points dans le quatrième carton. Non, c'est sur le même match en plus, parce que je pensais que c'était l'autre match. Pour que vous compreniez, Satou Sabali, lors du dernier quart, elle met 15 points au match 3. C'est au match 3. Elle met 15 points au match 3. Mais le Minnesota Lynx va mettre 9 points. 9 points. Ça veut dire que Satou Sabali a mis plus de points que le Minnesota Lynx dans le dernier quart. Une joueuse entière. Et ça, c'est absolument catastrophique. C'est absolument catastrophique. Et je n'ai pas compris honnêtement pourquoi le Minnesota Lynx il y a eu cette décharge mentale. Et la dernière stat, Dewana Bonner sur le Game 4, elle a mis 14 points. Au dernier quart, elle en a mis 11. 11 à 4 sur 9. Donc ça veut dire une joueuse qui a eu des déficits offensifs, où je disais que le jeu de Phoenix a été modifié et ça a été un parasite en deuxième partie de saison. Là, elle revit sa jeunesse, elle met des shoots à 3 points, elle met des shoots clutch. On a vu ça face au Liberty, on le voit là face au Lynx. C'est absolument fou, ça va lier Kalia Cooper, Dewana Bonner. C'est fou. C'est très très fort, vraiment. Et même Kalia qui a été, voilà, on a vu les jeux qu'elle a eu avec Courtney Williams, là, le trash talking. C'est pour ça qu'on se lève à 3 heures du soir, bordel. C'était fou aussi. C'est pour ça, On c'est parle pour pas. ça. Mais du coup, le Minnesota Lynx va totalement se, voilà, à partir des 3 premiers cartons, elles dominent le match, elles sont là, sans leur joueuse Nafsa collée, on se dit putain, elles vont le faire pour elles. Et là, décharge complète, tu comprends pas. Alana Smith, elle a eu 6 tirs. Elle a eu 6 tirs dans le match. Et pour moi, on le voit même avec l'Australie. Alana Smith, si elle serait dans un autre effectif, c'est troisième option d'une équipe qui joue le titre. Et elle n'a pas eu ses ballons. Pour moi, il y avait 3 choses pour que le Minnesota Lynx gagne. Hmm. Kayla McBride game, on l'a eu. Courtney Williams qui met ses tirs. Même si, bon, je vais en parler après pour finir avec le Minnesota Lynx. Voilà, elle a fait franchement, elle a fait une bonne série, mais voilà, il y a des aspects où, voilà, c'était horrible. Et t'as le match de Alana Smith qui est beaucoup plus mis en avant en attaque.
On n'a pas eu ça. On a eu un demi sur trois. On a eu un demi sur trois. Et c'est dommage parce que déjà, la Nasmith, elle avait la capacité pour remplacer Fi. On dit que c'est le meilleur front courte de la WNBA et malheureusement, la deuxième partie, on l'a Ouais, pas vu. on l'a pas vu. Donc voilà, défaite des Miss Stallings. Voilà, c'est un cauchemar. Voilà, en quelques jours, elles ont vécu un cauchemar. Voilà. Nafsa Collier n'a même pas eu son MVP. Elle finit la saison 22,8 8 rebonds en 50-40-90. Du jamais vu depuis Elena Deldon en 2019 avec le titre de Mystique. Elle n'a même pas eu son MVP. Elle n'a pas eu son titre. Elle n'a pas eu son MVP des finales. Et ça fait 2 ans qu'elle court après MVP. C'est absolument Mm. tragique, mais bon, c'est comme l'an dernier. Hein. Boston, ils étaient premiers au final NBA. Ils sont sortis en demi face aux New York Knicks, donc et même on disait que c'était Cavs Celtics. Bon, donc du coup, ouais, voilà, le soir est imprévisible. Le Minsanix est donc éliminé après une saison en 34-10 où ils ont fini première. Et pour moi, je vais finir avec le Lynx. Pour moi, c'est pas des problèmes. Pour moi, elles ont l'effectif pour aller en titre, mais je pense qu'elles vont améliorer 3 aspects. Il y a 3 aspects. Déjà, là, du coup, tu es en off-season. T'as un pic de draft. Je tiens à rappeler que pour un trade, le Chicago Sky a trade son pick et l'a donné au Minnesota Lynx. J'ai plus la contrepartie, mais en tout cas, le Minnesota Lynx bénéficie du trade du Chicago Sky. Ça veut dire que si le Chicago Sky, avec leur saison de merde, elles sont dans le top 1 ou elles ont le premier pick, c'est le Minnesota Lynx qui le récupère. Donc Et ça, ça, c'est c'est une belle bénéf. marche de valeur. Donc là, tu as 2 options. C'est soit tu draftes Azifud, qui est annoncé comme un énorme prospect de free agent, mais il y a Kayla McBride, donc je ne pense pas qu'elles vont le faire. Ou soit elles vont utiliser ce pic pour chercher une joueuse qui permet de glow up. Et pour moi, dans ça, il y a 2 aspects fondamentaux que j'ai pu analyser du coup pendant ces playoffs, pendant ces playoffs vraiment. C'est que le Minnesota Lynx, même pendant la saison en vrai, parce qu'ok, elles ont un jeu collectif, elles ont des joueuses de ouf, mais pour moi, le Minnesota Lynx, ça manque d'une gestionnaire pure. Une C'est gestionnaire vrai, qui a la balle, c'est vrai. qui crée des systèmes, qui est le second couteau du coach, comme on le dit. Pour moi, ça manquait de ça parce que Courtney Williams, c'est une très bonne meneuse, mais c'est une scoreuse. C'est une scoreuse et en plus en défense, c'est un déficit. Mais tu peux la cacher. Ça, en vrai, c'est pas un problème parce qu'en défense, t'as qui? Carlton, McBride et t'as les 2 défenseurs de l'année. Donc ça, même problème. Mais au niveau de la gestion, si on peut améliorer un truc dans cet effectif et maximiser les chances de titre, pour moi, je pense qu'il faudrait s'engager vers une top playmaker. Top playmaker. Mm. Bon, quand je pense à top playmakers maintenant, je pense à Dupay du coup qui a comment ça s'appelle une affinité avec Mr. Lynx, mais jamais de la vie Dallas va la trade, jamais de la vie regarde l'offre même. Et t'as Sabrina, mais Sabrina elle est trop attachée à Liberty, donc à voir. Après tu peux récupérer une meneuse, voilà une petite Kelsey Plum qui sera free agent, mais ça faut voir. Mais pour moi, premier aspect du coup il manque de playmakers. Ensuite une ailière qui met des 3 points, une ailière qui met des 3 points. Bridget Carlton, tous ses coéquipiers ont dit que c'était la meilleure shooteuse à 3 points sur le playoff. J'ai jamais vu ça. J'ai pas vu ça. Je vais vous redonner le pourcentage de Bridget Carlton, parce que Bridget Carlton, c'était l'ailière qui devait faire le sale boulot. C'était l'ailière qui devait mettre des shoots à 3 points. Je vais vous donner les stats de Madame Bridget Carlton. Du coup, elle a mis 6 points. Elle a mis 6 points, 3 rebonds. Elle a fini à 30% sur les playoffs. 30% sur les playoffs. Je peux pas, je peux pas. Tu peux pas espérer gagner des Phoenix Mercury et même Golden State Bah Valkyries ouais. parce que même au premier match, je voyais que voilà, les Valkyries, ils pouvaient le faire et même Zandalazeni, si elle met son game winner, ils vont 3. Et Dieu sait ce qui serait passé. Mais pour moi, les 2 pilons à changer si tu veux maximiser tes chances, même si pour moi, elles repartent avec le même effectif, elles peuvent gagner le titre largement. Après, ça, c'est à voir, parce que déjà, tu as le pic de draft. Ça sera un atout, hein, parce que le pic de draft, là récupérer Azifun, Nacha Hidalgo, Chloé Kidd. Je ferai des prospects sur la draft actuelle, parce que Lauren Bed, même du CLA, parce que, voilà, il y a très bonnes prospects. Mais avec ça, tu peux chercher quelque chose. Tu peux chercher quelque chose avec du Courtney Williams et du pic, là. Courtney Williams, elle vient de sortir d'une saison All-Star. Tu peux récupérer du lourd. Et même si c'est pas une star, tu peux récupérer et une panel de role-players qui vont te mettre bien. Mais pour conclure, pour le Minster Lynx, voilà, j'ai fait très long. C'était un cauchemar pour elle, mais je trouve que le Minster Lynx doit continuer un peu comme les Cavs, même si ça n'a rien à voir, eux, ils ont prouvé, mais elles sont pas loin. Elles sont pas loin. Elles ont fait finale, demi-finale,
Elles ont 4 titres sur leur compteur, 2011, 2015, non. Du coup, elles ont gagné en 2011, elles ont gagné en 2013, 2015, 2017. Il n'y a pas eu 3 ans qui sont passés où elles n'ont pas eu un titre. Donc, elles savent gagner, elles ont les joueuses pour gagner, elles ont des MVP, elles ont des GPOI, elles ont des All-NBA, LWNBA, elles ont des All-Star. Donc, elles savent. Ça, c'est pas un problème. Elles pourraient repartir sur ça. Mais de l'autre côté, il y a 2 aspects à améliorer. C'est l'organisation, le playmaking. Parce que c'est un beau jeu collectif. Mais si tu as une maestro derrière ça, ça va dérouler. Ça va dérouler. Donc, Courtney Williams, à voir ce que tu fais. Il faut que tu cherches une ailière qui met des 3 points, qui sanctionne le spacing des Stallings. Donc, Carlton et Williams, ça va être un sujet. Et pour finir, tu as le pic de draft. Il ne faut pas le négliger, le pic de draft. Parce qu'avec le pic de draft, tu peux récupérer des assets, tu peux récupérer une joueuse qui sera la visage de ta franchise pour plus tard. Tu peux faire quelque chose. Donc voilà, le Miss Stallings, voilà, c'est décevant. Voilà, toute l'année, pendant 6 mois, même post-opératoire, quand je fais l'opération et tout, j'ai même dans mon lit d'hôpital, je me dis, Miss Stallings, ils vont gagner. Ça y est, c'est pour elles. Elles ont tout. Là, malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu, mais il faut y aller l'année prochaine. Et en plus, tu as des assets pour travailler. Tu as Cheryl Reeves, tu as Nafsa Koulé qui va arriver des terres. Donc voilà, c'est pas fini. C'est pas fini. L'année prochaine, on sera là. Félicitations Miss Stallings, j'en suis sûr. Donc voilà, pour le Miss Stallings. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur elle ou je peux passer aux finalistes? On va passer aux finalistes. Allez, let's go. Du coup, je vais vous présenter l'équipe des Phoenix Mercury qui sont en finale WNBA. Un parcours incroyable, voilà, elles ont fini quatrième de WNBA. Vraiment surprise sur surprise. Quand je vois la deuxième partie de saison avec l'acquisition d'Ewan Bonner, je me dis ça y est, c'est fini. Alyssa Thomas, elle est maudite. Depuis 2014, le Connecticut Sun, elle va jamais gagner. Et là, elle est de retour encore au final de WNBA. Et voilà, mais ça c'est dû par contre à de gros atouts que je vais vous présenter. Je vais vous présenter toutes les finalistes qui ont mis leur pierre à l'édifice. Du coup, on va commencer par Kicha Laksa, qui est une tireuse hors norme, voilà, une rookie en 2025. Malheureusement, elle a pas trop joué cette année en playoff, mais Dommage c'est pour une moi. énorme shooter. Je pense qu'elle aurait eu sa place. Elle aurait largement sa place parce que déjà au spacing de Nate Chibet, elle serait régalée. Mais en tout cas, voilà, faut la mentionner parce que pendant la saison, elle a été ouf. Ensuite, je vais passer du coup à Alexa Held aussi, nouvelle shooteuse, voilà, qui a joué en Europe, voilà, une rookie. Agressivité, voilà, c'est une étincelle au banc, voilà, elle apporte de la hargne. C'est vraiment le bulldog, on va dire. Voilà, c'est c'est une de ses premières saisons, mais elle joue comme une vétérane, donc ça c'est top déjà d'avoir ça. On a Catherine Wickham qui est un peu une licorne, voilà, qui est une rookie non draftée, une stretch forward et utile quand il faut. Vraiment, elle sanctionne, c'est parfait, tu vois. Donc là, on a parlé de 3 joueuses, les 3 savent shooter. Voilà, c'est simple. Donc elles ont le talent et le niveau pour ça. Ensuite, tu as Monique Makani, voilà. On va pas répéter, voilà, c'est une franco-camerounaise, voilà, qui arrive en France à l'âge de 9 ans. Elle a joué à Lasvel et à Nantes. Elle a une proposition du Phoenix Mercury, on est Tibet l'a dit, je te veux dans mon système avec les fameux pick and roll inversés où les petites font des écrans pour les grandes. Ça fait que ça crée beaucoup de mismatch pour Alyssa Thomas qui va aller dans la raquette. Et vous pouvez demander à Nafsa Koulé ce qu'elle s'est fait quand elle a confronté à Thomas. Et en plus, parce que c'est pas fini, à l'extérieur, le roller peut aller à 3 points et dans tous les cas peut aller n'importe où. Ça fait mouche. Parce qu'Alyssa Thomas a juste à passer à Makani et ça fait mouche. Donc Makani, c'est une joueuse meneuse très intelligente, voilà, très intelligente, qui fait des écrans, IQ incroyable, et voilà, qui pour moi mérite une All-Rookie Team. Maintenant, on va passer aux grandes vétéranes, aux vétéranes qui ont mis leur pierre à Les l'édifice. grandes dames Bon, de cet effectif. les grandes dames, du coup, on a Kalani Brown, pivot qui a pas trop joué aussi, qui a été championne NCAA 2019. Voilà, du coup, taille, rebond, défense. Voilà, c'est le tank qui garde la raquette. C'est très compliqué. Vous pouvez demander à Derek Henby. Même elle a mis une mixtape contre Derek Henby et offensivement, c'est limité. Mais, comme je disais avec la joueuse que je vais dire après, moi, je préfère une joueuse à compromis offensif qui défend le plan, qui ne met pas de panier parce que comme a dit Nico Harrison, et c'est très crédible, la défense fait gagner des titres et aujourd'hui, elles sont en finale de WNBA. Derek Henby, compromis défensif, elle est à Cancun. Voilà, elle a la plage, elle s'y rote, donc elle est plus. T'en as
Natasha Mack, du coup, qui est G-Boy NCA en 2021, qui est la titulaire pivot de l'équipe qui va dans WNBA. Voilà, c'est à peu près les mêmes rôles. Voilà, le contre, le sens de la dissuasion, le rebond. Voilà. Mack, elle n'arrête pas les attaques, elle les efface. C'est. Ensuite, t'as Sammy Efficacité Whitcomb. défensive. Dingue. Sam, vraiment. Sammy Whitcomb qui, quand j'ai vu l'histoire, vraiment, c'est sans doute l'une des meilleures histoires. Faut savoir que Sammy Whitcomb, ça fait longtemps qu'elle fait du basket. Elle s'est présentée à la draft de WNBA en 2010. Washington avait l'occasion de la prendre et ils l'ont pas pris. Elle va se développer en Australie. Elle va se développer en Australie. Voilà, shooteuse incroyable, tout ça. Et t'as le Seattle Storm qui la récupère, qui croit en ses projets dans la dynastie des Zubers, Brianna Stewart. Et elle est 2 fois championne de WNBA. Dans tout ce que je vous ai cité, que je vais vous citer, c'est la joueuse qui a le plus de titres. Donc, et pourtant, c'est une joueuse qui est arrivée sur le tard. Donc, elle est arrivée, elle a persévéré, elle a été prise 7 ans plus tard. Et aujourd'hui, c'est une role player qui a ses minutes, 15-20 minutes en playoff, qui va jouer une finale WNBA, qui a déjà 2 titres à son actif avec Stewie et Zubird. Donc ça, c'est très fort. Ensuite, Joanna Bonner, légende, La joueuse, cantine. Ewana. joueuse Dewana, la joueuse emblématique de la WNBA, je crois, top 3 meilleure scoreuse de la ligue, qui a été championne en 2009, en 2014 avec le Phoenix Mercury, encore. Voilà, donc elle est arrivée au Phoenix Mercury, c'était une All-Star, et elle arrive, c'est une vétérane. C'est beau, voilà, c'est la joueuse de la franchise, c'est le cœur de la franchise. Elle a joué avec Gianna Taurasi, aujourd'hui elle joue avec Satou Sabali, Alyssa Thomas, c'est complètement fou. Elle apporte au niveau de la défense, elle est ultra grande, Dewana Bonner. Elle est ultra grande, donc c'est très dur de la contester quand elle shoot de près. C'est dur de la contester en défense parce qu'elle a des bras incroyables et que c'est une des top défenseuses de la décennie. Donc voilà, Dewana, c'est magnifique comme carrière. Maintenant, on va passer aux 3 mousquetaires. Le Allez. trio Le Big Free. de stars, le Big Three. Pour commencer, du coup, on va commencer par Kalia Cooper, qui a été draftée en 2016, qui est l'une des icônes de cette équipe de Chicago Sky qui gagne le titre en 2021. Voilà, elle a quand même réussi à gagner un titre avec les Chicago Sky. C'est fort, c'est très très fort. Il y a eu du Candace Parker, voilà, qui est ma joueuse préférée all time. Elle a joué avec elle, elle a joué avec les Vandersloot, elle a joué avec Al Kibi, qui est très grosse shooteuse à 3 points. Elle a même été MVP des finales, la seule MVP des finales de l'histoire de la franchise, superstar du Sky, voilà, qui a été trade du coup, qui est revenu à Phoenix. C'est fort au niveau du clutch, au niveau de. Moi, c'est surtout le trash talking, la ténacité, voilà, le Ouais, combattantisme. vraiment, elle m'a impressionné par. Vraiment, c'était très très drôle aussi avec Courtney, Bridget Carlton. Voilà, les deux qui doivent partir, elle les a complètement l'idée au niveau de la mentalité, elle est rentrée dans leur tête. Ensuite, la deuxième superstar, la lieutenant, Satou Sabali. Satou Sabali, voilà que j'ai connu un peu plus, je dis la vérité, donc là je serai un peu plus calé. Satou Sabali qui a été une superstar, enfin qui a été une star universitaire avec Sabrina Ionescu du côté de l'Oregon. Voilà, elle a un profil de licorne, voilà, elle sait défendre, elle sait conduire la balle, elle sait shooter, elle sait attaquer, elle sait tout faire ça. Elle sait tout faire. Elle est C'est très très fort aussi. Satou sait tout faire. Elle a été draftée du coup en 2020, si je dis pas de bêtises, par les Dallas Wings. Ça fait que Satou Sabali, Liz Cambage, voilà, le compte courte, laisse tomber. Mais elle explose 3 ans plus tard, c'est pas tout de suite, voilà, parce qu'il y a la difficulté d'adaptation au niveau de la WNBA. Ça reste très 2023, elle difficile. devient 2023, elle devient All-Star et MIP. Pour parler, du coup, elle est venue à Phoenix Mercury dans un trade pour la faire venir pour justement essayer d'être contender. Ça fait qu'elle aurait pu jouer avec Paige, mais bon, Satou voulait un peu jouer le titre tout de suite. Ça fait que elle a été trade du côté de Phoenix. Satou fait une bonne saison parce que première partie de saison, en fait, Satou, première partie de saison, incroyable. Elle joue comme d'habitude. Voilà, va dans la raquette, il n'y a personne qui peut rien faire parce qu'en plus elle est grande et en plus elle shoot. Mais elle s'est fait une blessure. Elle s'est fait une blessure de 2 semaines et là, elle commence à modifier son jeu. Elle commence à shooter de n'importe comment. Elle shoot à 3 points, elle shoot en catch and shoot alors que c'est pas une shooteuse à catch and shoot. Voilà, on comprend pas trop. Voilà, il y a de la frustration de la part des fans de WNBA de comment elle joue.
Et la première partie de saison va résumer sa deuxième partie de saison, voilà. Choix catastrophique, rien du tout. Mais à partir du game 2 face au Liberty, vraiment, c'est le déclic. Un match incroyable. Elle va dans la raquette. Il y a au moins 3 N1 qu'elle provoque. Et en plus, il y a l'adresse qui vient parce que au basket, on le dit quand tu commences et tu vas dans la raquette, tu mets tes petits shoots, forcément, c'est plus facile, tu es plus à l'aise derrière l'arc parce que tu sais que tu es capable de mettre des paniers au début du match. Tu en as mis des paniers au début du match, tu en es capable d'en mettre après. Du coup, à 3 points, c'est plus facile parce que tu as la confiance, tu as la réussite et tu as tout. Et depuis ce jour-là, Game 3 face au Liberty, incroyable. La série face au Mustang, c'est incroyable. Il n'y a même pas un match qu'elle est gaze. Voilà, voilà, les playoffs de Satou sont magnifiques. Maintenant, on va parler de la superstar, l'image de la franchise. En un an, elle a changé de la franchise. Je rappelle que les 3 dernières années du Phoenix Mercury sont ça. Elles étaient en bilan négatif. Elles ont dû faire l'après Gianna Taurasi. Et là, Alyssa Thomas, elle arrive. Pour le parcours d'Alyssa Thomas, elle joue à Maryland. Voilà, on la surnomme Madame Triple Double parce que c'est la joueuse polyvalente par excellence. Elle a été draftée du côté du Connecticut Sun en 2014. Elle participe à plusieurs finales de WNBA. Malheureusement, à chaque fois, elle échoue. À chaque fois qu'elle joue Brana Sheward, Brana Sheward l'élimine. Euh, les gens de sa franchise, c'est ça. C'est ça. Vraiment. C'est Et même, je crois que tu as la finale aussi, tu as une finale aussi que tu perds face aux Aces ou Cassie Plum, même sans dagger, j'ai vu ça il y a pas longtemps. Mais ouais, franchement, Connecticut, ils arrivent pas, ils ont qui, Connecticut à l'ancienne, ils ont Jonkel Jones qui devient MVP des finales l'année dernière, ils ont Alyssa Thomas, ils ont Idman, ils ont Courtney Williams, ils ont Carrington. Voilà. Ils, ils- c'est ça, ça marchait plus, et en plus, ton plafond, voilà, tu l'as atteint, juste à la finale de WNBA, t'as trop d'équipes qui sont trop fortes. Du coup, l'année dernière, c'est arrivé, c'est très très récent. L'année dernière, elle décide de changer d'équipe et d'avoir le challenge Phoenix Mercury. Première année, Tanay Chilvet qui est aux commandes. Voilà, un jeu incroyable, Alyssa Thomas, force de la nature, robot, Madame triple-double, record de triple-double en WNBA, passe, défense, rebond. Le seul défaut d'Alyssa Thomas aussi, que je vous ai pas dit, en 2017, elle doit faire une opération à l'épaule, elle n'a toujours pas fait. Elle a toujours pas fait l'opération, elle a joué comme ça des niveaux de MVP, elle va en finale WNBA tranquille, voilà, que des triples-doubles, c'est absolument fou. Donc voilà pour ce qui est de la présentation du Phoenix Mercury, voilà, hâte de voir leur finale, ce qu'elles m'ont proposé. Elles ont, voilà, le trois quarts du temps, elles ont trop bien joué, que ce soit des systèmes en off-ball, de mismatch, de pick and roll inversé. C'est absolument fou. Alyssa Thomas en chef d'orchestre, alors que c'est une big. C'est ce qui m'a interpellé quand j'ai commencé à suivre la ligue, c'est qu'il y a trop de pivots qui savent mener. Mais vraiment mener, parce qu'à une bite, bon, t'as Jokic, t'as Sengun, Embiid, c'est pas un meneur, Wembanyama, c'est pas un meneur, mais là, t'as Boston, t'as Jones, t'as Angel Reese, t'as Alyssa Thomas. Ouais, c'est C'est fou, c'est c'est lourd, fou. c'est lourd, c'est lourd. Donc voilà, franchement, le Phoenix Mercury, excellente saison et j'espère qu'on va aller le plus loin possible. Mais avant ça, il faut parler de sa probable future adversaire ce soir. Match 5, win or die, Aces against Fever. Je Que- vais vous faire un court résumé quand même de ce qui s'est passé. Match 1, 4, Indiana qui gagne, qui s'impose sur toutes les périodes. Kelsey Mitchell à 34 points, Odyssey Sims à 17 points, Natasha Howard à 12 points. Match raté, même si ça se voit pas dans les stats. Match 2, Vegas qui répond, avec une AJ Wilson à 25 points. Nalissa Smith à 18 points. Match 3, c'est Vegas, qui le reporte aussi. Et cette fois, c'est pas Wilson qui va s'imposer. Attention, Hmm. c'est Jackie Young avec ses 25 Jackie, points. Jackie. Melissa Robin, Smith et Chelsea Gray en lieutenant. Et le match 4 qui a eu lieu ce week-end. Avec absolument une fou. grande Alia Boston à 24 points, 14 rebonds. Monstrueuse. De l'autre côté, on a Kelsey Mitchell à 25 points.
Et il s'est passé un Bon, truc marrant. Vegas qui a appelé un Thomas en trop. Donne un lancer mais qui a technique au Fever, plus possession. Ce qui contraint les Aces à faire faute. Sauf que Indiana marque tous les lancers libres du coup. Et elle scelle le match. Et voilà. franchement, quelle série, franchement. Mais moi, surtout, les Indiana Fever, c'est fou ce qu'elles font. Elles ont 5 blessés dans la rotation, je rappelle. Sidney Colson out, on parle de fin de carrière pour elle. Harry McDonald qui est la sensation, qui doit remplacer, qui doit remplacer les blessés. Elle se blesse elle aussi. Caitlin Clark, évidemment, qui a fait 13 matchs cette année. Blessure à l'aine, elle reviendra jamais. Sophie Cunningham, elle se blesse, out. Et Chloé Bibi aussi, elle a été recrutée en mi-saison, out. 5 blessés, était à un match des finales WNBA, c'est fou. Est-ce qu'en NBA, on a vu ça, honnêtement? Peut-être, je pense non, même au Knicks à 39, ils avaient tout le monde, même si Patrick Ewing se blesse, mais c'est fou. C'est du jamais vu, c'est du jamais vu. Là, potentiellement, elles peuvent aller en finale de WNBA, alors que la moitié de leur rotation est blessée. C'est fou. Même pas Et pour- le hit play-in qui upset tout le monde. Il y avait du monde. Ouais, ils étaient tous là. C'est pour ça en fait. C'est absolument fou. Et voilà. Et pour moi, il y a, allez, pour moi, il y a, voilà, le 5. Déjà, faut parler d'Alia Boston, son match 4 là. Alia Boston. Je rappelle les stats d'Alia Boston. Je les ai mémorisés. 24 points, 14 rebonds, 13 lancers tentés. Aja Wilson ne pouvait pas l'arrêter. À chaque fois qu'Alia Boston avait la balle et qu'elle pénétrait dans la raquette, faute. Faute, rebond offensif. Faute, rebond offensif. Faute, rebond offensif. À chaque fois, c'était ça. Incroyable. Et au passing, on nous dit, OK, au niveau des stats, ça se voit pas. 5 passes décisives. Voilà. 5 passes décisives, 2 contre, 2 interceptions. Tout va bien. Aller à Boston, c'est fou. Hein. Et même pour conclure sur Indiana Fever. Ensuite, tu as Kelsey Mitchell, évidemment, scoreuse incroyable, qui pour moi, depuis le début de l'année, excusez-moi, depuis le début de l'année, pour moi, elle concourt à être All WNBA Team. Mais Kelsey Mitchell, la saison qu'elle nous sort là, c'est fou. Et c'est drôle parce que l'année dernière, fun fact, Kelsey Mitchell a demandé des conseils en playoff à D'Angelo Russell. Et oui, c'est Oui, vrai. oui, ce n'est pas une blague. Ce n'est Non, pas une blague. Elle a demandé des c'est pas une conseils. blague. C'est pas une NBA sanitaire, Voilà. vous inquiétez pas. D'Angelo Russell, à un moment, si tu donnes des conseils, la dame, elle sait tes conseils parfaitement et toi, tu peux pas rien faire, gros, tu fais exprès. Donc voilà, aller à Boston, Kelsey Mitchell, c'est le visage de la franchise avec Kathleen, c'est fou. Et pour moi, le facteur X, là, Lexi Hull. C'est qui elle? C'est qui cette meuf? Lexi Hull. Lexi. Lexi, c'est fou. Au niveau du rebond, de la défense, elle court de partout, elle saute de partout, elle met ses 3 points. Lexi Hull, c'est une dinguerie, Lexi Hull. Et dédicace à Mathias, avec qui, quand on a commencé le compte, on était dans le trait Lexi Hull, donc ça fait trop plaisir de l'avoir joué à ce niveau, quand elle arrive à Indiana. Mm. Lexi Hull qui fait une série incroyable. Et je parlais de 2 autres personnes aussi, voilà, c'est vraiment le 5, ouais, c'est fou. Odyssey Sins, voilà, pas merci les Los Angeles Sparks de l'avoir libéré comme une malpropre. Regardez les playoffs qu'elle nous sort, voilà, du passing et du scoring. Voilà, c'est complément de Kelsey Mitchell, voilà, merci Los Angeles Sparks. Odyssey Sins, c'est fou son parcours parce qu'au Sparks, voilà, elle joue le bas tableau maintenant, elle peut aller en finale WNBA. Et Natasha Ward, natif de l'Ohio, voilà, compatriote, défense de malade, hyper bon complément avec Alia Boston, même si ça manque un peu de spacing, mais c'est fou. Voilà, cette équipe d'Indiana est fou. Isaac, tu penses quoi de cette équipe d'Indiana après on va passer aux Oh, autres, mais là, c'est absolument. franchement, c'est mon coup de cœur de cette saison. Voilà, Dans les c'est. équipes Enfin, playoffs. Indiana, je sais pas ce qui se passe là. Après Je les ne, je, Pacers, je ne sais pas c'est les Favors. je ne sais pas s'ils ont pris les moteurs des 500 miles d'Indianapolis. Ils les ont inclus dans les Ils ont cerveaux contacté un marabout. des joueurs. Ils ont contacté un marabout, c'est pas Je sais possible. pas s'ils ont Et... contacté les marabouts du PSG. En tout cas, c'est wow, c'est Ah, dingue. c'est fou. Mais du coup, tu as leur adversaire, les Las Vegas Aces. Voilà, je Aces, vais faire un yes. petit rappel. Je vais faire un petit rappel sur les Aces. Les Aces est considérée comme l'une des meilleures équipes de basket féminin all-time. Elles sont allées 4 fois en finale NBA, elles en ont gagné 2. Dans un back-to-back, voilà, mené par la quadruple MVP Aja Wilson.
Cette année, malheureusement, moi, le premier où tout le monde disait qu'elles étaient en fin de cycle, en All-Star Break, Elle elles nous sont a 9e. surpris. Elle Et, nous a c'est- surprise. Faut le dire. et 16, vraiment. Et 16 matchs plus tard, ben, elles ont toutes gagné en fait. 16 matchs, 16 victoires d'affilée et elles finissent 2e. Donc là, c'est fou. Et ça va permettre à Aja Wilson d'avoir son MVP. Elles ont gagné le Storm durement, mais elles ont quand même gagné. Voilà, ça, faut faire attention. Et du coup, tu es face à Indiana et tu vas jouer un match 5 chez toi. Donc en théorie, ce genre de match, à voir comment c'est. Mais Isaac, que penses-tu de cette équipe des Aces? C'est l'expérience qui parle. Hein. C'est déjà Ah, briscard. Hein. Euh, l'expérience et elles ont tout vu déjà dans la WNBA. Et vraiment, c'est expérience de malade. Et moi, je pense que la bascule du All-Star Break, déjà, premièrement, c'est grâce à Jawel Lloyd qui est passé sur le banc. Du coup, tu peux être constant sur le match. Voilà, t'as pas des gros creux. Nalissa Smith, voilà, de role-players comme Nalissa Smith, Dana Evans, Tristan Bell. Et voilà, voilà, des role-players qui se sont un peu plus affirmés, vu elles avaient perdu Clark, Alicia Clark et Kelsey Plum l'an dernier, même Kate Martin. Et les role-players, voilà, qui les ont numériquement remplacés. Bon, Kelsey Plum, ça va être dur, mais en tout cas, qui les ont numériquement remplacés. Et voilà, ça fait la bascule en défense, c'est fou. Ils ont l'expérience, elles connaissent tous ces matchs. Donc voilà, c'est prometteur. Voilà, une belle série qui va se finir ce soir et j'ai hâte de connaître le gagnant. Mais si tu devais donner un pronostic de ce match entre les Aces et les Favors, qui va en finale de WNBA pour toi? Honnêtement, j'ai envie de croire à Indiana, mais je me dis que les Aces, avec leur expérience, le facteur terrain, en fait, c'est du 60-40. Aces, Ouais. favori, mais pas trop, parce que Indiana joue sans complexe et a déjà démontré qu'elles peuvent renverser des montagnes en série. Elles ont réussi leur saison. Et aussi pour conclure avec mon pronostic après, Indiana, là, elles ont un noyau, mais pour moi, Dingue. elles vont y retourner l'année prochaine. Donc là, c'est simple. Indiana possède un talent générationnel qui s'appelle Caitlin Clark. Elle va l'entourer par des lieutenants qui est allé à Boston et Kelsey Mitchell qui joue à des niveaux All WNBA. Allé à Boston, un playmaking incroyable, une intérieure dominante avec Kelsey Mitchell qui score. Très bon complémentaire de Caitlin en attaque. Ensuite, en tant que role player, tu as des shooters comme Sophie Cunningham, où on avait Claire Curry, ça faisait splash, et Lexi Hull, Soldat. Tu as déjà tes deux shooters de fou. Tu as Natasha Ward et Odyssey Sims en défense. Donc là, tu as un Ouais, noyau incroyable, tu es large. Mais surtout, on n'en a pas parlé depuis le début, ouais. Stephanie White, Stéphanie c'est White, quand même. une grande malade. Le C'est fou. cerveau. Et même le cerveau, parce que même au Connecticut, on y avait mis des doutes, voilà, comparé, mais même elle avait fait des finales et tout. Et en plus, là, c'est, voilà, système de stagger, voilà, ça fait des écrans à deux avec Howard, Elia Boston, Casey Mitchell elle peut se balader. Ça fait des écrans off-ball avec Lexiel qui fait des écrans pour Casey Mitchell et ça fait splash. Et en plus, si Lexiel, tu la laisses tout seul, elle sanctionne. Stephanie White, c'est la meilleure recrue de tout simplement de cette année. C'est Ouais. même pas des choses, c'est même pas Cunningham, Hull, c'est Stephanie White. C'est grâce à elle. Ouais. Elle peut pas faire mieux. Honnêtement, elle peut pas faire mieux. Elle peut Là, faire un mieux. match de finale de WNBA, c'est fou. Elle a dépassé toutes les attentes. Même le plancher, elle a explosé son plancher. Oh, là, Explosé il manque plus que les le sacrifices. plafond. Stéphanie White, c'est la seule solution. Franchement, Là, franchement, je ne et vois pas d'autre. pour mon pronostic, moi, je vais y croire à l'histoire d'Indiana Fever. Elles vont refaire comme les Allez. Pacers. Et elle va aller en finale WNBA parce que même on a vu des surprises. On a vu que le Lynx a fini tout droit vers le titre. Elles ont fini en demi. Et Phoenix qui va aller en finale WNBA. Moi, je veux ma finale Mercury Fever. Moi Quel aussi, je putain veux cette finale-là. match Dans de mon cœur, je la basket veux. là. Ça, ce sera le basket J'imagine goal. là les Alissa Thomas, Satou Sabali qui peuvent conclure leur saison magnifique avec un titre contre cette équipe de bandits du Favor qui a toute son équipe blessée La régalade. avec La Stephanie White et régalade, Nate c'était Chibet. fou. Stephanie White et Nate Chibet en coaching qui vont nous proposer du poulet à chaque match.
Non, Absolute Cinéma. Ça peut potentiellement être la finale all-time de toute l'histoire de la WNBA, ce truc. Vraiment, Je crois vraiment. qu'on se Moi, rend pas compte. Et pourtant, moi, de historiquement, mémoire, il y en a eu déjà eu des folles il y comme en ça. a Hein. eu. T'as eu du Mercury avec Gianna Taurasi. Moi, je peux penser, direct premier souvenir que je pense finale WNBA, c'est 2016. Le money Oui. time entre les Lynx et le Sparks. Le match 5, c'est n'importe quoi. Quoi? Maya Moore, game winner. Ogumike qui joue au niveau d'MVP, game winner. Elles vont gagner là-bas aux Lynx. Ça, c'était fou. Et je pense qu'elle peut largement être dans le top 3 parce que même les Aces, leur finale, en vrai, c'était bien. Voilà, le Storm et tout. Les Bertie, Trunkench Cut en finale. Mais là, c'est une finale Mercury Favor, là. Personne. Trouvez-moi un book qui dit faire Mercury Favor. Favor, peut-être pour Kathleen. Mais le Mercury, là, ce qu'ils ont fait. Et le Favor, après tout ce qu'il y a eu, après le All-Star Break, tu me dis, ils vont en finale. Non, c'est fou. C'est fou s'ils vont en finale. Et en plus, parce qu'en NBA, on a la fâcheuse tendance à dire, ouais, Thunder Pacers, pire finale, Nuggets Miami, pire finale. Alors que moi et Là, tu veux Matt, dire quoi, là? alors que là, Hmm. moi et Matt, on avait justement défendu les meilleures finales, ce sont quand celles des équipes inattendues y arrivent. C'est ça de fou. Après, Thunder, en vrai, vu qu'ils ont fait premier, en Après, vrai, c'est une bonne finale. Ça va, c'est une très bonne finale. le problème, c'est que le Thunder, bah, bien évidemment, c'était déséquilibré. Ouais, ouais, c'était déséquilibré. Mais là, en plus, parce que les deux équipes, bon, là, en vrai, si on se projette, Phoenix est favori, mais à Indiana, Indiana, elles ont éliminé une dynastie. Et Indiana a éliminé le Atlanta Dream, qui était très bien projeté pendant la saison. Elles avaient fait une saison de ouf, et elles arrivent à les gagner. Il y a tous les pronostiqueurs, tout le monde là, tous les fans de WNBA disaient Atlanta, ils gagnent. Ils passaient même pas le premier tour. Ça disait, ouais, mais bon, c'est bon, Stephanie White, elle a rien, elle a que des allumettes, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a construit la Tour Eiffel, elle peut aller en finale de WNBA. Donc pour moi, ça va être fou. S'il y a une finale, ça, pour le basket, s'il vous plaît, le basket, il faut que le Favor, il se qualifie en finale. Pitié. Je serais, pour moi, là, les gars, là, je serais un fan de Indiana. Là, il faut que le basket triomphe. Il faut que le Indiana Fever Il faut que le... vaille en finale NBA, en finale de WNBA. J'espère, hein. Je me dis que les Aces vont les avoir. Mais d'un côté, je me Ouais, ouais, dis, ouais. Et Wilson aussi serait Game 5. Ne pas c'est sous-estimer dangereux, Eja Wilson. c'est dangereux. En Elimination Game, Eja Wilson, attention, je crois qu'elle a des stats à plus de 33 points de moyenne, 14 rebonds, c'est n'importe quoi. Donc attention à Je Eja. crois qu'elle a les stats à LeBron, hein. Sur un match Vraiment, Z, ça t'a- je crois qu'elle a des stats à la LeBron, hein. J'aurais dû les Et en ressortir, mais c'est dingue. C'est dingue, Elimination Game. Et aussi, voilà, pour ceux qui ne savaient pas, une grande nouveauté en WNBA, les finales WNBA vont se jouer en 7. Cette Ça veut dire que match, là, on aura 4 matchs maximum de Favor Phoenix. Et ça peut monter, hein. Ça peut monter parce que je vous dis, cette équipe de Favor, elle va pas lâcher. Et voilà, j'ai hâte, tout simplement. Voilà pour ce qui était de la WNBA. Voilà, il y a de très grandes choses qui nous attendent. Les playoffs, les finales WNBA, ce match 5 de fou, la Free Agency, les expansion draft avec Portland et Toronto. J'ai hâte, bordel. Et cette saison, voilà, ça c'est pour petit projet. Je ne vais pas me concentrer sur les championnats européens, Euroleague, français, tout ça. Moi, je vais me vraiment, concentrer sur l'histoire de la WNBA. je vais me Perso, concentrer sur perso. la Betclic et l'Euroleague, pour le coup. Voilà, t'auras ça. Mais moi, en tout cas, je vous le dis pour mon contenu même sur Game Time France, pour Game Time, je vais me concentrer sur l'histoire de la WNBA et l'année prochaine, je serai béton. Sachant que d'autres équipes expansion, une certaine équipe venant de l'Ohio va arriver bientôt dans 2 ans presque. Ah, j'ai hâte. Donc Et on voilà, a en plein tout cas, voilà, d'autres ça va être tout surprises pour la aussi avec WNBA. le basket Mm. féminin. Vous verrez ça prochainement. Plein d'autres surprises, je tease. Voilà, en octobre-novembre. Reste au rendez-vous. Il va y avoir un gros truc. Et surtout pour le TikTok, ce sera beaucoup plus diversifié. On aura beaucoup trop de projets. Et en octobre-novembre, on a fait un truc que je pensais pas que ça allait se faire. Restez à l'affût, restez à l'affût. Vraiment. Et bah, sur Voilà pour ce qui était de la WNBA. ces magnifiques mots, on va clôturer ce stream. Voilà, on a passé une heure et demie quasiment. C'était très 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 sympa. C'est propre, hein. Très sympa, mon frère. C'est propre. La semaine prochaine, et bon, on vous fera le premier point sur les finales de WNBA. On sera au match 3 ou 4. Si je regarde. Match. Normalement, c'est match 3, Ouais, normalement. normalement, c'est match 3.
Mm, mm. Oui, parce que ça allait au 5e match, du coup, avec. On vous fera aussi un Ouais, ouais. point sur le premier tour de la MLB. J'essaierai de ramener Timo. Peut-être potentiellement le retour de Mathias d'Italie. Bon, Peut-être. ça Là, existe. ça peut être très très costaud là les crunch time maintenant, parce que la rentrée, là, ça La va être. rentrée sur Game Time ne commence pas. Septembre mais va commencer d'ici ce mois d'octobre, à partir de la semaine prochaine, et même cette fin de Et semaine en oui, fait. et oui, ça va être fou. Vraiment, on voit du contenu, on voit du projet à foison. Voilà, de très hâte et reste à l'affût surtout. Ah, restez branchés sur YouTube, Et ben, TikTok, Twitch, Twitter. Insta, Suivez-nous partout. on est partout. Voilà. C'était Ezu et Mercurochrome pour ce Crunch Time. Et à la semaine. Salut. Let them know.